Et salut à tous. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de 5 personnages historiques incroyablement surprenants. Entre un soldat qui combat avec une épée et un arc en pleine Seconde Guerre mondiale, un homme capable de tout manger, littéralement tout, et une reine dont le surnom sanguinaire fait déjà froid dans le dos. Vous allez voir que la réalité dépasse souvent la fiction. Restez bien jusqu'au bout parce que la dernière histoire va vous donner des frissons. Allez, installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Commençons par l'histoire de Tarare. Un Français qui a vécu au XVIIIe siècle, qui possédait un appétit absolument hors norme d'après les rares récits médicaux de l'époque. Il pouvait manger l'équivalent de son propre poids en viande. Et ça, en une seule foutue journée. Pour vous donner une idée de son quotidien, Tarare était si affamé qu'il était engagé dans des spectacles où il montrait son talent, avalant n'importe quoi, parfois même devant un public choqué. Il mangeait, roulement de tambour, des chats vivants et des serpents. Pour le dessert, des pierres juste pour le fun. Mais l'histoire prend un tournant encore plus grave lorsqu'il est hospitalisé dans une unité militaire française. Les médecins, intrigués par sa condition, le soumettent à des régimes surveillés. Sauf que Tarare finit par fuguer. Pourquoi ? Pour aller fouiller les poubelles. Pour manger. Car n'oubliez pas, il peut manger l'équivalent de son poids en une seule journée. On l'accuse même d'avoir dévoré un enfant. Bon, ça n'a jamais été prouvé. Les médecins soupçonnaient un dérèglement de son corps, peut-être lié à une maladie, ou au fonctionnement de son hypothalamus. Sauf qu'au XVIIIe siècle, la médecine était loin d'expliquer de tels phénomènes. Tarare finit par mourir très jeune. Son autopsie a révélé un système digestif littéralement atypique avec un estomac occupant une énorme partie de sa cavité abdominale. En clair, Tarare est devenu un cas d'école pour la médecine de l'époque. Son histoire mêlée de faits avérés et de rumeurs fascine toujours autant. Alors un homme qui mange tout sur son passage, c'est déjà complètement faux, mais attendez de voir la suite. On va parler d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale qui estimait que les balles modernes c'était trop banal, donc ça tuait pas quoi. Et qui a préféré se battre à l'épée et à l'arc. Oui, vous m'avez bien entendu, à l'épée et à l'arc en pleine Seconde Guerre mondiale. Notre deuxième héros de la journée s'appelle John Malcolm Torpey Fleming Churchill, mais il est surtout connu sous le nom de Mad Jack Churchill. Né en 1906, ce Britannique a une vision très personnelle de la guerre. Selon lui, tout officier qui se respecte se bat à l'épée. En pleine Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'engage avec l'armée britannique, il emmène avec lui 3 objets fétiches. Une épée écossaise de type Claymore, un arc long anglais et une cornemuse. Oui, une putain de cornemuse. Il est complètement malade. Il jouait de la cornemuse pour motiver ses troupes. Ses compagnons de l'époque racontent qu'il pouvait débarquer en plein champ de bataille sous le feu ennemi tout en jouant tranquillement de la cornemuse pour remonter le moral de ses hommes. Est-ce qu'on parle de l'un de ses plus grands exploits ? Lors d'une mission en Norvège, il lance un raid nocturne contre des positions allemandes. Après avoir donné le signal, il tire une flèche, mortelle pour le coup, sur un des soldats ennemis. Il se fait capturer droit derrière par un Allemand, faut pas abuser non plus, arc, cornemuse, etc. Mais vous pensez qu'il en a fini ? Non, il s'évade du camp de prisonniers et traverse à pied des dizaines et des dizaines de kilomètres avant d'être repris par les Allemands puis finalement libéré à la fin de la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, Mad Jack se lance dans les championnats de tir à l'arc et teste de surf en Australie. Bref, un aventurier quoi. C'est un peu comme si un chevalier médiéval s'était retrouvé téléporté en 1940. Et si vous trouvez Mad Jack totalement dingue, je vous invite maintenant à découvrir une reine qui elle aussi a marqué les esprits pour toute une autre raison. On la surnomme la reine sanguinaire. Ranavalona Ir monte sur le trône de Madagascar en 1828. Très vite, elle met en place une politique protectionniste extrême pour préserver son royaume des influences étrangères, notamment européennes. Elle interdit l'implantation des missions chrétiennes, expulse certains colons jugés trop envahissants et punit violemment les opposants. Selon les témoignages de l'époque, la reine recourait à des châtiments effroyables pour imposer son autorité. Pendaison, décapitation, empoisonnement. Pour le poison, ce qui est drôle, c'est que l'accusé devait ingurgiter une substance toxique. Attention, s'il mourait, il était jugé coupable. Au moins, c'est simple, tu meurs donc t'es coupable. Certains estiment que la réputation de la reine a pu être en partie gonflée par les observateurs occidentaux, qui cherchaient à justifier l'intervention coloniale malgré tout. Une autre chose est sûre,
Elle était déterminée à maintenir l'indépendance de son pays face aux grandes puissances. Son règne est l'un des plus controversés de l'histoire africaine du 19e siècle. Une souveraine déterminée à préserver son royaume à tout prix, quitte à employer la manière forte, mais accrochez-vous, car le prochain personnage a passé 30 ans de sa vie à ignorer que la guerre était finie. Allez, let's go en 1974. Hiro Onoda est né en 1922 au Japon. En 1944, il est envoyé sur l'île de Lubang, aux Philippines, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec pour mission de mener la guérilla afin d'empêcher l'ennemi de conquérir la zone. En fin 1945, le Japon capitule, mais Onoda est persuadé qu'il s'agit d'une ruse américaine pendant des mois puis des années. Il reste caché dans la jungle, il survit grâce à la chasse et à la cueillette. Ils essaient de l'avertir en jetant des tracts depuis des avions pour lui dire « Oh, la guerre est finie ». Mais Onoda pense que c'est de la propagande mensongère. Il perd ses compagnons au fil du temps, certains abandonnent, d'autres meurent, mais lui continue la résistance, alors que la guerre est terminée. J'aimerais le rappeler que la guerre est terminée. Il ignore totalement que le Japon se reconstruit sans lui. En 1974, un étudiant japonais, Norio Suzuki, part à sa recherche et le retrouve au fond de la jungle. Onoda refuse toujours de se rendre. Il faudra attendre l'arrivée de son ancien commandant, spécialement dépêché pour lui donner en personne l'ordre de cesser le combat. Onoda dépose alors enfin les armes après 30 ans de guerre contre personne. J'ai bien dit contre personne parce que la guerre était finie il y a déjà 30 ans en arrière. À son retour au Japon, il est reçu comme un héros pour sa loyauté, même si beaucoup se demandent s'il n'a pas sacrifié sa vie pour une cause inexistante. 30 ans de survie dans la jungle, pour une guerre déjà terminée, c'est du jamais vu. Mais maintenant, place au clou du spectacle. On termine avec une comtesse hongroise qui aurait commis des crimes dignes des pires légendes. Préparez-vous, ça va faire froid dans le dos. Elisabeth Báthory est une aristocrate hongroise née en 1560. Elle a acquis le titre funeste de comtesse sanglante. On l'accuse d'avoir torturé, assassiné entre 80 et plus de 600 jeunes filles. Les histoires les plus macabres affirment qu'elle se serait baignée dans leur sang pour conserver une beauté éternelle. À la mort de son mari, la comtesse décide de se calmer. Non, je plaisante. Elle s'installe dans un nouveau château quelque part en Europe de l'Est et continue dans le plus grand des calmes tous ses crimes. Coups de fouet, aiguilles sous les ongles, morsures, brûlures, bains de sang thermaux. En 1610, la comtesse est finalement arrêtée et jugée. Elle est assignée à résidence dans son château jusqu'à sa mort. Elle a vécu la fin de sa vie dans une pièce dont seules des petites ouvertures permettaient de passer de la nourriture. Elisabeth reste un symbole de cruauté au point d'inspirer la légende de la vampire moderne. Entre les mystères et la folie de la comtesse sanglante, on ne sait plus où finit la réalité et où commence la légende. Une chose est sûre, ces 5 personnages prouvent à quel point l'histoire peut être plus dégoûtante que n'importe quel film. Et voilà, on arrive au terme de ce voyage à travers des destins vraiment hors normes. Dites-moi en commentaire, parmi ces 5 personnages, lequel vous a le plus marqué? Avez-vous déjà entendu parler de d'autres figures historiques aussi surprenantes? Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour découvrir d'autres récits incroyables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Kizaki et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes qui vont, je l'espère, continuer de vous étonner.